Bienvenue dans Un jeune, une histoire, la série audio qui donne la parole aux jeunes de 20 ans et moins. Une production signée Colette Cause, animée par Eva Bourgin. Bienvenue sur Colette Cause, Merci. dans la série Un jeune, une histoire. Alors déjà, comment tu vas ? Ça va super, hein. Et je suis content de faire ce petit podcast pour parler de mon expérience et puis si ça peut aider des gens, c'est le principal, donc voilà, je suis content. Tout à fait, de ta maman du coup. Ouais, de ma maman. Alors tu as perdu ta maman il y a presque 2 ans. Ouais, c'était le 2 octobre 2023. Et en vrai, j'ai l'impression que c'était tout récent alors que en vrai ça commence à faire longtemps, 2 ans. Ouais. Ouais. Pourquoi pour toi c'est important de parler d'elle ? Je pense que quand on vit et que on aimait quelqu'un, je pense que au lieu de pleurer et d'être tout le temps triste, je pense que c'est juste mieux de vivre pour quelqu'un et puis de porter sa parole à elle, puis que les gens se rappellent d'elle aussi, tu vois. Je trouve que c'est important qu'on se rappelle des gens même qui sont morts et qui nous entendent peut-être, tu vois. Je trouve ça cool de pouvoir transmettre. Continuer à les faire vivre à travers notre parole. Ouais, c'est vraiment ça le but pour moi. Tes parents se sont connus comment ? Alors, ils étaient ultra jeunes. J'ai pas l'histoire parfaite, parce qu'en fait, j'ai tellement entendu de personnes différentes, etc. Mais ils étaient très jeunes, ils se sont connus ultra, mais même enfants, tu vois. Et ils se sont mis ensemble quand ils avaient à peu près mon âge, tu vois. Et même vivre dans un appartement ensemble et tout, ils l'ont fait très tôt. Et en fait, ça a été directement une histoire fusionnelle de fou. Et puis ça a continué, même moi, quand j'ai grandi, tu vois, je l'ai remarqué direct. Étant enfant, je voyais que c'était différent de certains autres couples de parents, d'enfants que je connaissais, tu vois. Quand j'étais petit, j'étais beaucoup avec elle. Parce que mon papa, il travaillait, et puis avant, il était en 3-8. Et du coup, moi, j'étais souvent avec ma maman, surtout qu'elle a pris beaucoup de congés pour moi. Genre vraiment énormément. Et du coup, je me souviens, mes premiers souvenirs, je pense, c'est quand je dessinais avec elle, tu vois. Genre, elle était sous le canapé, moi j'étais dans la table de salon, et elle me regardait dessiner et tout, et on regardait des petits films. Et dès que, tu vois, j'avais un moment où j'étais pas bien ou quoi, directement j'allais me cacher vers elle, ou des trucs comme ça, tu vois, j'étais toujours très proche d'elle, même physiquement, au-delà de mentalement aussi. Du coup, voilà, j'étais très fusionnel, c'est ça le mot. Le mot aussi pour ta relation avec ta maman. Ouais. Et est-ce que tu as une sœur, un frère ? Ouais, j'ai une sœur. Du coup, ma sœur, pareil, elle est plus semblable à mon papa, mais elle était aussi très proche de ma mère, tu vois, il n'y a pas de j'étais plus proche qu'elle ou quoi, c'est juste, je pense que je ressemble plus à ma maman, et elle ressemble plus à mon papa, tu vois, il y a toujours un enfant qui est plus ressemblant à un parent qu'à un autre, tu vois, je trouve. Et elle était proche aussi de ta maman ? Ouais, de ouf. Comme une fille peut être proche de sa mère, tu vois, enfin, c'était différent, tu vois, elle lui parlait beaucoup, ma sœur, parce que ma sœur, elle a eu une période où c'était compliqué pour elle, etc. aussi. Elle s'adressait énormément à ma mère sur ça, vu que ma mère était de bons conseils. Ouais. Et du coup, ça a créé un lien autre, je pense, que juste celui de... mère-fille. Voilà. Je pense que c'est ça qui a aussi aidé, c'est dans l'adolescence de ma sœur, il y a le côté psychologique aussi, écoute de ta maman. Ouais, c'est ça. En fait, elle a toujours aidé tout plein de gens, tout le temps, même dans son travail, tout ça. Tu vois, on en reviendra après dessus, mais lors de son enterrement, etc., il y a plein de gens que moi j'avais jamais vus qui étaient juste des clients ou des gens qui ont envoyé des mots, qui ont appelé à l'agence de ma mère pour juste demander ce qui se passait parce qu'ils étaient grave proches de ma mère et ils l'aimaient trop parce que elle faisait tout pour aider les gens, tu vois, et rien que dans le travail ça se ressentait. Elle avait des amis sur qui elle pouvait compter, tu vois, et puis c'était des amis communs avec mon père surtout aussi. Ouais. Et c'était des gens qui étaient très proches, même tu vois des amis de la rue. Je pense à 2 personnes, tu vois, qui étaient au bout de la rue avec qui mes parents étaient ultra proches. Elle était toujours altruiste, même avec des gens qu'elle connaissait pas. C'était toujours, toujours dans l'entraide, quoi. Et l'amour de ton papa, lui, n'a pas changé envers ta maman ? Non. Même si elle n'est plus là Non, on a eu beaucoup de discussions, mais même quand ça venait d'être fait, tu vois, elle était morte, etc., on lui avait déjà dit, si tu veux retrouver quelqu'un, si tu veux refaire ta vie, y a pas de souci, on est totalement ok, y a pas de... enfin, c'est ta vie, tu vois, c'est pas la nôtre. Lui, il nous en a déjà reparlé après, et il nous a toujours dit que il pouvait pas remplacer notre mère, tu vois, enfin, c'est impossible pour lui. La bague, il la gardera. C'est un truc qu'il veut pas enlever. Lui, il veut juste trouver quelqu'un avec qui il se sent bien et qui ne remplacera pas ma mère. C'est pas pour remplacer, tu vois, c'est pas un pansement. Oui, puis continuer même avec, je ne sais pas, une autre femme qu'il rencontre, parler de ta maman, parce que c'est grâce aussi à elle qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Bah oui, de fou. Aussi. Il s'est construit avec elle, enfin, depuis qu'ils sont jeunes, tu vois. Et est-ce que vous parliez de la mort ou de la maladie sans tabou, des épreuves difficiles qui pouvaient peut-être arriver au sein de votre famille ? En fait, ouais, moi j'ai
pas eu de gens qui sont décédés très tôt dans ma vie. Enfin, déjà ma maman c'était tôt, tu vois, mais quand je dis tôt, c'est enfant. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui est décédé enfant où j'ai vraiment été vraiment mal, etc. Mais ça a surtout commencé avec les animaux, tu vois. Mes parents, ils ont jamais été en mode, bah, ils sont immortels. Enfin, je pense que ils m'ont toujours dit que bah, l'animal à un moment il meurt, etc. Et je pense que c'est après, donc c'était avec mes grands-parents qui sont décédés. On nous en a parlé, mais ouais, c'était quelque chose qui était dans l'ordre logique. Des choses. Ouais. Ta maman est décédée d'une maladie. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est ? Alors c'était un cancer de l'utérus qui était très rare. Par contre, je me souviens plus du nom exact scientifique. Okay. Mais c'était un cancer qui était vraiment rare et qui n'avait pas forcément de solution à long terme, tu vois. Je crois que c'était 10% de survie, un truc comme ça. D'accord. Et en fait, sur Internet, quand tu regardes, c'est quand ils ont fait un faux diagnostic et que bah, c'était pas cette maladie-là. En fait, cette maladie-là, elle est incurable et puis tu en meurs forcément. Je pense qu'il y a des cas très exceptionnels, mais en tout cas, ouais, c'était très proche du 0%, quoi. Ton papa, il a regardé de suite. Il avait commencé à regarder et il avait eu très peur direct et il s'est dit j'ai pas envie de me faire peur, j'ai envie de garder l'optimisme, etc. Donc j'arrête. Vous l'avez appris comment ? Alors moi je me souviens, je sais plus s'il y avait ma sœur, mais en tout cas cette scène pour moi dans ma tête c'est comme si j'étais dans une bulle de ouf et tu vois tout autour c'était noir. Il rentrait justement de ce fameux truc. Elle me dit bah il y a un cancer mais tout va bien, ça va aller et tout. On va s'en sortir en gros. Je me souviens plus comment c'était passé dans ma tête à ce moment-là, mais juste je me souviens que j'avais été un peu en mode tu sais, j'avais jamais été confronté à ça. Ouais. Et du coup, j'avais plus de réponse, genre je savais pas quoi répondre du tout, et puis même dans ma tête, tu vois, j'avais jamais imaginé que ma mère puisse avoir un cancer. Enfin, oui, c'est inimaginable. Tu vois, j'avais quand elle l'a annoncé, j'avais 16 ans, peut-être 17. Ouais, je pense que j'avais 17. Je sais plus trop, mais j'étais jeune, tu vois, je m'étais jamais dit mes parents pourraient mourir quand j'aurais cet âge-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, dans ma tête, ça a été un flou de fou. Et je sais même pas si je l'ai réalisé directement, ça a, je pense, pris quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Ouais, digérer l'information. Avant que je digère vraiment le truc de, y a une possibilité qu'elle parte, il y a une possibilité que ça change tout, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que quand elle me l'a annoncé, j'ai pas tout de suite réalisé en vrai. Et ta sœur elle s'appelle comment ? Léa. Léa, elle était comment ? Est-ce qu'elle était avec toi quand tu as appris la chose ou... Elle habitait pas là à la maison directe. Ça a été un peu compliqué, mais même tout au long, tu vois, on en reparlera par rapport à l'hôpital, etc. Mais pour elle, elle a surtout été là pour moi, vu que je suis le petit frère. C'est vrai que pour elle, je pense que ça a été une toute autre histoire, vu qu'elle était loin, tu vois. Ouais. Et surtout, à l'annonce de la maladie, où on savait que c'était la fin, elle était encore plus loin, elle était en voyage et tout. D'accord. Donc à chaque fois, elle était très 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 loin. Je pense que ça a été vraiment pas pareil. Perçu différemment. Ouais. Je pense que c'est une autre histoire. Surtout qu'elle n'est pas du tout dans les mêmes émotions. C'est pas le même tempérament, la même façon de penser et tout. Bien sûr. Chaque situation diffère en fonction de l'autre. Et ton papa, comment tu le trouvais quand ta maman a annoncé ça ? Il était détruit. Le père que j'avais qui était grosse pierre, vraiment très robuste, limite Goldorak, tu vois. Je pensais même pas que mon père était capable de pleurer avant ça. Je l'avais jamais vu pleurer ni tu vois, genre être triste. Ouais. Pendant les mois où ma mère elle était malade et on pensait que ça pouvait aller mieux, lui il a tout caché. Et je crois pas qu'il ait pleuré avant son décès, ou tu sais, genre dans la période juste avant, tu vois. Ouais. Pas dans les périodes où ma mère était encore consciente, où elle allait faire sa chimio, où on essayait d'être là pour elle et tout. Là il était vraiment à fond dans survie quoi, il faut qu'on l'aide. Il était en instinct de survie parce que c'est pas possible autrement quoi. Ouais, parce que tu parles de l'hôpital, j'allais te poser la question, c'était quoi la première étape après cette annonce ? Après l'annonce, du coup, ils ont essayé de se réunir entre médecins pour savoir quelle était la meilleure procédure à suivre pour aider ma mère. Ouais. Et du coup, il y a eu quelques idées, je crois, avant l'idée qui a abouti. Du coup, à chaque fois, on savait pas trop dans quel sens ça allait. Et quand il y avait eu un sens, du coup, on s'était dit, enfin, tu vois, ça va pouvoir avancer et ça va être cool de pouvoir être optimiste. Oui. Tu vois, c'était vraiment le truc de maintenant on a un but et puis on va tout défoncer et puis on va y arriver quoi. Et du coup après il y a une chimio qui a commencé, je me souviens plus trop, ça c'est assez fou dans ma tête, j'ai l'impression que c'est loin de fou ça alors que pas tant. Est-ce que ça a duré combien de temps cette première phase de chimio où les médecins se réunissent, tentent des choses Ça je crois que ça a peut-être duré un mois et demi je pense. Ouais. Ah oui, tu vois, j'allais dire quelques mois, mais non, ça s'est fait rapidement, quoi. Ouais, ça s'est fait quand même assez rapidement parce que c'était urgent de fou et puis c'était un cancer très très agressif. Ouais.
D'accord. Du coup, il fallait qu'ils prennent vite une décision. Et du coup, après ça, ça a commencé à s'améliorer. La chimio continuait. Je sais même pas si on en a parlé avec ma famille, mais il y avait plein de trucs qui allaient de moins en moins bien. Et on se disait, bon, bah, c'est juste des petites choses. Passades. Ouais, mais des tout petits trucs, tu vois, que tu remarques même pas trop. Et en fait, au fur et à mesure, bout en bout, c'était pas des bonnes nouvelles de fou, tu vois. Moi, pendant la période où ma mère, elle était malade, il y a plein de trucs que mon cerveau, il a oublié. Parce que je pense que je voulais juste me protéger. Oui, j'allais te demander comment toi tu le vis à ce moment-là, parce que ta maman est en chimio pendant des semaines, elle vit au rythme des annonces de médecins, et toi tu dois continuer ta vie normalement, ta sœur aussi qui est loin. Enfin, comment ça se passe dans ta tête ? Ben, pour moi, en fait, quand elle a commencé ses chimios et tout, j'étais vraiment dans un mood de je dois pas montrer que je suis triste à ma famille, j'ai pas envie que ma mère elle me voie triste à cause de sa maladie. Je veux juste être souriant, tu vois. T'as pas envie de la faire culpabiliser. Ouais, de fou. C'était un peu ça le truc. J'essayais en même temps de vivre une vie normale, et j'avais mes potes, du coup, Marius et Joey, que je vois tout le temps. Et on faisait pas mal de trucs ensemble, et je parlais vachement déjà de manière très ouverte, comme je le fais aujourd'hui dans le podcast. Je parlais de la maladie qu'elle avait, je renseignais les gens qui étaient pas super proches d'elle, genre par exemple les parents de mes potes, qui voulaient quand même en savoir un peu plus. Du coup, j'avais juste envie que ça marche. Je me protégeais de fou aussi émotionnellement. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien sensibiliser là-dessus aussi, parce que moi, je me suis bridé sur mes émotions pour pas paraître fort, mais j'avais pas envie que ma mère, elle me voie pleurer, ou que je sois triste, et je voulais toujours être le petit souriant qui voulait que ça aille mieux, etc. Et du coup, au final, même après l'hôpital et tout, maintenant, je pleure jamais. C'est cette raison-là, en fait, ça a changé ma façon de ressentir les émotions. Et du coup, vu que je me bloquais, maintenant, même si j'ai envie de pleurer, je peux pas. En fait, c'est un truc qui est important, je pense, que les gens sachent qu'il faut pas se bloquer. Et en plus, on m'avait prévenu. Le papa de Joey qui m'avait prévenu m'avait dit, te bloque pas et tout. Moi, je le regrette. Maintenant, j'ai plus d'empathie, etc. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça. T'aurais aimé pouvoir pleurer dans les bras de ta mère, avec ta mère ? Ou du moins... En vrai, je pense que ça m'aurait fait du bien. Oui. Mais sur le moment, j'avais vraiment pas envie. J'étais vraiment en mode, j'aurais pas envie à sa place que mon fils pleure et tout à cause de ça. Alors que c'était peut-être pas la meilleure démarche, tu vois, mais et je me suis obstiné là-dessus. Alors peut-être qu'elle avait peur que tu te bloques à cause d'elle, et elle aurait peut-être voulu voir aussi cette facette-là, mais chacun fait comme il peut. Je pense que chacun se met en mode survie à ce moment-là pour elle, et on a envie à sa manière de la sauver aussi quelque part. Est-ce que dans ta tête, ça commence déjà l'idée de elle peut partir se fait ? Ouais. Parce que là, on a parlé de la période où elle allait faire ses chimios, mais où elle n'était pas à l'hôpital constamment. Et en fait, il y a un moment où déjà, quand je parle de ça descendait un peu, c'est qu'elle devait passer plus de temps à l'hôpital parce qu'il y avait des problèmes, etc. Okay. Et il y a une fois où elle est rentrée à la maison, mais ça allait vraiment pas. Et du coup, après, elle y est retournée, et c'était là où elle est restée, tu vois. Elle n'est jamais revenue. Ouais. En fait, on a eu 3 semaines, donc les plus importantes, je pense, pour mon deuil en tout cas, où elle était limite inconsciente. Elle se réveillait de moins en moins en fonction des jours, parce que ils augmentaient la dose de morphine pour soulager ses douleurs. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai vécu une vie de fou. Hein. C'était un truc de fou. Moi, j'avais jamais imaginé que je puisse vivre ça dans ma vie. C'était, j'arrivais le matin à l'hôpital, je restais avec toute ma famille, mes proches. La journée, elle était grave longue parce que il y avait plein de gens tristes et tout. Et même si il y avait des moments tristes, il y avait aussi des moments heureux. C'était ultra chelou comme ambiance. Et du coup, quand je rentrais le soir et je me retrouvais tout seul dans ma chambre, alors que j'avais été dans une chambre d'hôpital avec genre 10 personnes, parfois même 20 personnes, il y a des fois où il y avait beaucoup de gens dans la chambre. Et tu te retrouves tout seul avec le silence dans ton lit, et tu dis c'est la fin alors. C'est fini. Avant qu'elle se retrouve à l'hôpital piégée, si je puis dire, dans ce lit, la voir se dégrader physiquement, ça c'est quelque chose... Ça m'a marqué de fou. Quand elle avait plus de cheveux, déjà ça m'a mis un coup, parce qu'elle a perdu ses cheveux. Et du coup ma mère elle avait dit j'aimerais bien une perruque, etc. Et du coup, on lui avait trouvé une perruque. Mais je me souviens plus du tout de ça. Mon cerveau l'a effacé, mais je crois qu'elle la mettait pas, même à la maison. Il me semble qu'elle elle la mettait pas. Elle l'a peut-être mis à un repas de famille, il me semble. Parce qu'il y avait les enfants et tout, du coup, elle avait pas envie de choquer les enfants. Mis à part ça, je crois que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était qu'elle se creusait des joues. Et ça s'est encore plus marqué, tu sais, quand elle a été immobile dans son lit d'hôpital, etc. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. En changement physique, c'est vraiment qu'elle maigrissait à vue d'œil, Comment elle le vivait ? Parce qu'avant d'être à l'hôpital et de plus revenir, elle devait aussi continuer à vivre normalement, entre grandes guillemets, quand elle revenait aussi auprès de ses enfants et de son mari. Elle était optimiste, tu vois, je pense. Et il y a énormément de choses qu'elle nous a pas dit et qui doivent rester entre moi et mon père, tu vois.
il y a plein de trucs que mon père a su, qu'elle lui a dit, qu'elle lui avait jamais dit dans sa vie, je pense. Oui, entre elle et ton papa. Voilà, c'est ça. Et du coup, je sais pas forcément comment elle l'a vécu, parce que je pense qu'elle me protégeait aussi et qu'elle nous en a pas trop parlé. Et que moi, j'étais aussi jeune, faut aussi se le dire, c'est que moi, j'étais jeune et puis j'ai pris de la maturité, je pense. Entre-temps. Mais avant, j'aurais peut-être pas assumé et aimé entendre ce qu'elle avait à me dire sur sa propre mort. Ouais. Et elle a forcé aussi mon papa sur ses mots à elle. Elle avait envie de dire des choses avant sa mort à mon papa, de comment elle voulait que ça se passe pour ses funérailles, etc. Et même mon père, tu vois, qui a plus de 50 ans, il voulait pas les entendre et elle l'a forcé à lui dire. Du coup, je pense qu'elle nous a protégés, elle nous en a pas trop parlé, donc je sais vraiment pas comment pour elle ça se passait. En tout cas, pendant les opérations, elle voulait être optimiste. Et ton père? Elle voulait que ça se passe. Et mon père, lui, pareil, il était, comme je t'ai dit, en un rock. Ouais. Jusqu'à ce que ça se décline, c'était quelqu'un rock. Vous en parliez, même quand elle faisait les chimios, qu'elle revenait à la maison, vous en parliez tous les quatre? On en parlait. En fait, ma sœur, elle était loin, pareil. Oui. Mais elle était revenue de temps en temps, enfin très souvent quand même pour voir ma maman, etc. Les trucs que je me souviens et qui m'ont le plus marqué, c'est quand on reprenait la voiture après l'hôpital et où il commençait à de moins en moins à cacher ses émotions, etc. Où il me parlait un peu du futur, où il me disait faut que tu vives ta vie même si maman elle est malade. Oui, tu le sentais que son discours changeait pour te préparer quelque part, inconsciemment. Ouais. Et puis même il y avait un truc il me disait faut qu'on se batte et tout. En fait avant il se cachait de ouf et il me parlait pas trop en vrai, parce que déjà avec mon père la communication elle est un peu biaisée parce que on n'a pas du tout la même façon de penser, etc. Et que je suis beaucoup plus ouvert que lui, même socialement avec les gens et tout, et que lui il a du mal à donner les émotions qu'il ressent et tout. Et du coup lui c'était de plus en plus quand on avançait, il attendrissait un peu je sais pas si c'est le bon mot, attendrir. Non mais oui, il s'ouvrait un peu plus à toi, et là bizarre. Tu t'es dit c'est bizarre parce qu'il l'a jamais fait. Ouais. Et il parlait de choses dont il m'avait jamais parlé, et moi j'étais là, je comprenais pas trop. Et plus on avançait, et puis même après, là encore maintenant, tu vois, je comprends des trucs qu'il m'a dit il y a plusieurs mois que j'avais pas compris. Et en fait, je me dis oui, il avait raison sur certains trucs. Ouais. Et du coup, voilà. Ok. Mon père, il était ultra dur, et les semaines où ma mère elle était à l'hôpital et où on savait qu'elle était en train de mourir, mon père, il a fait que pleurer à ce moment-là. C'est que tous je pense qu'il a stocké 60 000 litres de larmes pendant tous ces moments-là, et que il a craqué dès que on a su. Moi, quand j'ai appelé, en fait, parce que je t'avais raconté même en off comment ça s'était passé quand mon père m'avait appelé pour me dire que c'était sûr et que ma maman elle allait mourir. Je veux bien que tu le racontes. Si tu veux. Du coup, j'étais au lycée, et du coup, je savais que l'état de ma maman était pas fou. Se dégradait, comme tu l'expliquais avant. Et je savais aussi qu'il y avait une opération qui allait être faite pour ma maman, pour son cancer, bientôt, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais en sport et tout, et j'avais l'envie de rentrer dans les vestiaires. Et tu vois, ça m'arrivait jamais, tu vois. Là, on est combien de temps après l'annonce de sa maladie? À peu près 7 mois, je crois. Ok, j'allais dire 6 mois, mais 7 mois. D'accord. Et du coup, j'avais envie de rentrer dans les vestiaires, alors d'habitude, j'avais envie, tu vois. Et du coup, je prends mon téléphone, je vois plein d'appels manqués, des messages, mais de plein de gens qui avaient pas de lien, tu vois, mais qui avaient des liens quand même avec ma maman. Donc j'appelle mon père et tout. Et du coup, là, je comprends direct, déjà, la respiration de mon père, à la façon dont il a dit, alors que mon père, de base, il est... C'est un rock. Ouais, c'est vraiment un rock, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, il m'annonce en pleurant que c'est fini pour ma maman. Et qu'on sait pas si c'est en minutes, en heures ou en jours que ma maman sera décédée, mais faut vite que je vienne, quoi. Okay. Et du coup il me dit tata t'attends devant, etc. Et du coup moi vraiment tout le long en fait, pendant qu'il me raconte tout ça, pas de cette manière là du coup, mais de sa manière à lui, je suis en train de marcher pour sortir, et tu vois je me dépêche quand même, et je me souviens que là c'est le flou total. Fou, genre j'ai rien dans la tête et tout en même temps, du coup j'arrive pas à organiser, il y a tout qui va scie en fait. Et du coup je rentre dans la voiture de ma tata, on va à l'hôpital, et puis c'est là où les 2 semaines, je crois que c'était 2 semaines, en fait c'est tellement fou dans ma tête, et du coup c'est là où la période hôpital commence. Oui, avec le matin jusqu'au soir où je suis à l'hôpital avec ma maman, parce que là vous ne saviez pas en fait combien de temps ça allait durer. C'est ça. Et du coup ma sœur en même temps qui a été appelée par mon papa, qui est elle en Italie, dans le sud de l'Italie, qui doit vite revenir pour ma maman, et du coup elle c'était vraiment la course en plus. Oui, elle sait pas. Et du coup complètement paniquée, mais du coup elle a réussi à arriver à temps. Et ma maman s'est battue d'ailleurs parce que normalement les médecins lui donnaient pas plus que 1 jour ou 2, je crois, c'était pas énorme. Et du coup en fait au final ça a été en semaine, et moi j'ai pu faire justement tout ce qui m'a permis de faire mon
deuil de meilleure manière, tu vois. J'avais vraiment envie de ramener des photos de famille, de lui parler, de dire, tu vois, toutes les conneries que j'ai fait, c'est ultra con, je trouve, mais ça avait une valeur pour moi d'être vraiment franc avec elle et puis de tout lui dire, et puis qu'elle se souvienne de tout le monde avec les photos de famille aussi, parce que avec la morphine, tu vois, elle était un peu inhibée, et puis moi j'avais vraiment envie qu'elle se rappelle des gens même qui pouvaient pas venir. Et là c'est un espèce d'avant-deuil du coup que tu vis, pré-deuil, c'est-à-dire un premier deuil si je puis dire. Est-ce que le fait aussi, enfin là je l'ai assez cru, mais de voir ta maman couchée sur un lit, ça a permis de visualiser son départ, enfin conscientiser. Ouais, direct. Ok. En fait ça a été, direct, pas dans ma tête, mais visuellement ça a été ultra marquant, parce que moi quand je suis descendu de la voiture de ma tata, quand je venais d'apprendre le décès, et qu'on est monté à l'hôpital dans les étages du coup avec tout le monde et tout, déjà avant d'arriver dans la chambre, je me souviens que j'avais rien qui me... En fait il y avait tout et rien dans ma tête, et du coup j'arrivais pas à réfléchir, mais une fois que j'ai ouvert la porte et que j'ai vu genre mon papa qui était détruit dans la chambre avec ma mère, je me souviens plus, je crois qu'il y avait d'autres gens autour, mais ma mère qui était au milieu avec le lit toute creusée, pas bien, avec la peau un peu verdâtre, là directement ça a explosé. Puis au fur et à mesure aussi, et ça je suis ultra sensible à ça je trouve, c'est les bruits. Oui. Et au bout d'un moment, vu qu'elle était avec des doses de morphine énormes, je crois que c'était le maximum en Europe à la fin, et du coup en fait elle avait, quand elle était inconsciente à la fin, ça faisait des gloglottes dans la gorge, tu vois. Ouais. Et c'est ces bruits-là, moi, qui m'ont vraiment marqué, et qui m'ont aussi fait comprendre que c'était vraiment fichu, quoi. Oui, t'entends des bruits qui ne devraient pas, voilà, qui sont inhumains. Et les seuls moments où il n'y avait pas cette mort qui était présente dans la chambre, c'était quand elle était réveillée. Et c'est là aussi où on a passé des bons moments. Moi, j'ai passé des bons moments avec ma maman et puis ma famille à l'hôpital, même si c'était une chambre blanche et très vide, tu vois. Moi, j'ai vécu des trop bons moments. Ouais. Même si c'était dû à certaines choses, genre par exemple il y a un moment que j'adore, c'est on était dans la chambre d'hôpital avec mon père, ma sœur et puis je crois que c'était ma tata. Il y avait la télé en face d'elle qui était éteinte, et avec la morphine, tu vois, elle était un peu inhibée comme j'ai dit tout à l'heure, et en fait il y avait un reflet des pots de fleurs. Elle nous a raconté qu'elle avait vu un documentaire sur Versailles et tout, genre ça nous avait grave fait rire, et puis on en avait bien rigolé, tu vois. Il y avait plein de moments comme ça, il y en a vraiment énormément de moments comme ça où on a bien rigolé. Quand j'en parle aux gens, ils disent ouais, ça doit être horrible d'être tout le temps là-bas et tout. Moi je pense pas. Et je pense que, est-ce que tu penses aussi que c'est important de vivre des moments comme ça dans la joie, même si la mort est assise à côté de nous, pour accepter ce qui va se passer? Ouais. Moi ça m'a aidé. Justement, ça rentre dans le pré-deuil que j'ai fait là où elle était à l'hôpital et où elle se réveillait grand max 10 minutes au début. Parce que quand elle se réveillait, déjà ça nous permettait de faire ce qu'on voulait, tu vois. On n'a pas eu de gêne entre nous à nous dire j'aimerais bien être tout seul dans la chambre avec elle, j'aimerais bien faire ça, ça. Et du coup, moi dès le début, j'ai demandé si je pouvais ramener toutes les photos de famille, si je pouvais lui parler en privé, etc. Et du coup j'ai pu faire plein de trucs que j'avais envie de faire, et c'était des bons moments. Et après, même en collectif, quand il y avait toute la famille et qu'on rigolait bien parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient qu'on pouvait rire, du coup au final moi ça m'a fait accepter beaucoup de choses. Je voulais pas qu'elle souffre, mais j'étais prêt à accepter qu'elle décède. Parte. Est-ce qu'elle t'a dit des choses qui t'ont marqué aussi avant son départ? Il y a des trucs, ouais, mais en fait c'est des choses qu'elle a fait. C'était la dernière fois où elle s'est réveillée. En fait elle ne savait pas qu'elle allait décéder, et ça c'est quelque chose d'important. En fait les médecins ont dit que c'était mieux de pas le dire pour certaines personnes, parce qu'ils pouvaient faire des mauvaises réactions. Ouais. D'accord. Et du coup, la dernière fois où elle s'est réveillée genre 3 minutes, je pense pas plus. Et du coup, elle a réussi à se lever de son siège d'hôpital, enfin de son lit d'hôpital. Elle nous a tous fait un câlin. Elle m'a fait un câlin à moi, à ma sœur et à mon papa. Mais c'est ça qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier câlin. Bien sûr. J'allais te demander, toi qui pleures jamais, est-ce que là, c'est ces moments qui sont tellement forts, de fou. T'as envie de craquer, mais le mot craquer n'est même pas assez fort, je pense. Là, j'ai fait exploser. Oui, c'était explosé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, il est resté dans la chambre. Quand je te dis les 2 semaines, c'est qu'il est pas sorti. C'est qu'il dormait à côté d'elle sur 2 chaises en plastique, et qu'il voulait pas la quitter. Il la tenait toujours dans la main, etc. Si tu veux, juste pour remettre en contexte, on a dit à mon père avec ma sœur, ça te ferait du bien de sortir manger un coup, tu vois, ça fait longtemps que t'es dans la chambre, je pense qu'à ta place, on n'en pourrait plus. Et du coup, on est sorti, je crois qu'on était allé à Buffalo ou un truc comme ça, tu sais, rapidement, pour pas non plus lui prendre ultra de temps, parce qu'il avait envie de retourner vers ma mère aussi. Et du coup, quand il est revenu, ma mère, elle était vraiment pas bien, je crois que, je sais plus si elle convulsait ou un truc comme ça, mais elle était vraiment dans le mal de fou. Et du coup, il lui a tenu la main et tout, et ça allait mieux.
Et du coup, je pense que mon père, à partir de là, s'est dit, ok, faut que je reste H24 à côté d'elle. Et pour passer les détails, hein, tu vois, mais et du coup, il est resté avec elle presque jusqu'à la fin. Et c'est des infirmières qui ont parlé avec lui même le soir et tout, et qui lui ont dit, bah Monsieur Sauron, peut-être que ça ferait du bien de sortir un peu de la chambre, peut-être qu'elle attend ça aussi, parce qu'il y a des gens, ils attendent que plus personne ne soit dans la pièce pour mourir. Totalement. Il y a un coup, on a dit avec ma sœur, viens, on descend, on va boire un café, tout ça. On est descendu sur la terrasse de l'hôpital. Et du coup, il y a le patron de ma maman, du coup, dont j'avais parlé juste avant, qui était ultra proche, qui avait pas pu venir, et qui voulait l'appeler, puis tu sais, poser le téléphone à côté pour que il lui parle un peu. Et du coup, Laurent, le patron de ma maman, il appelle quand on est sur la terrasse. Du coup, mon père fait, attends, je remonte. Et du coup, il remonte, et là, du coup, on était, ça faisait 2 minutes. On était sur la terrasse, et là, ma sœur reçoit un appel, et c'est mon père qui dit, elle est décédée. Et du coup, nous, on est remonté, et en fait, c'est quand on est partis tous de la chambre qu'elle a décidé de partir. Ouais. Oui, et toi, t'en es persuadé qu'elle a attendu que je pense vous ne soyez pas là. Elle a attendu, ouais. Comme quoi, les gens, ils ont l'air morts physiquement, mais en fait, ils sentent tout. Je pense qu'ils ressentent tout. Je pense qu'elle voulait peut-être, je sais pas, peut-être du calme pour partir, parce qu'elle aimait bien le calme. Je pense que c'était peut-être que c'était un petit message en mode fermez vos bouches, j'ai juste un truc à faire. Un peu d'humour noir. C'est bien d'en rire aussi, pour le coup. Même si tu t'y prépares, parce que, pour revenir plus sérieusement, moi j'en ai parlé aussi avec ma grand-mère, tu te prépares à la mort, mais tu n'es jamais prêt, même quand tu es auprès de tes membres, des membres de ta famille qui vont mourir. Est-ce que là, ça a été un choc d'entendre elle est décédée pour toi, ou c'était ok? Enfin, c'était un peu plus ok que... En fait, je sais plus ce qui s'est passé. Je crois qu'on s'est fait un câlin et qu'on est monté directement dans la chambre. Je sais plus si on a fait un câlin. Enfin bref, ça a été... En fait, on n'a pas tant parlé sur le chemin. On arrive à la chambre, il y a ensuite le médecin qui est arrivé et tout. Mes proches pleuraient. Moi, je pleurais toujours pas, là. J'ai pas réussi à pleurer. Enfin, vraiment, c'était... j'étais bloqué, c'était vraiment un truc de ouf où j'étais bloqué. Et même encore maintenant, en vrai, même si j'ai réussi à pleurer quelques fois entre temps et que c'est déjà un exploit, et du coup ça a été un choc mentalement. Mais les gens, je pense, ils vont se dire il est fou, mais il y a plein de trucs que j'ai oubliés du décès de ma mère. Même des périodes avant, sur plein de trucs, il y a énormément de choses que j'ai oubliées. Mais je pense qu'on en a parlé avec ma sœur aussi de ça. Son cerveau, des fois, quand elle veut penser au décès de ma mère, elle y arrive pas. Et ça, elle peut pas y penser. Enfin, c'est un truc comme si qui le est cerveau bloqué, il refusait quoi. Et moi ça me fait pareil. Ouais, je pense que c'est normal quand tu vis ça, et surtout quand t'es jeune et que ton cerveau, il est développé bien sûr, il est mais pas fini d'être développé. Il a besoin encore, il comprend pas ça quoi. Bah oui. Et ton papa à ce moment-là, il effondré, j'imagine. Ouais. Effondré, détruit. Mon père, de toute façon, ça faisait longtemps qu'il était vraiment pas bien. Ouais, tu le sentais. Et en fait, même avant, moi, j'ai vu, je voyais des psys, etc. Et quand il y a eu le décès de ma mère et quand on a appris qu'elle avait un cancer, moi, je suis allé voir une dame qui était géniale. Et en fait, juste avant que ma mère elle décède, quand c'était les semaines hôpital où on y était tout le temps et tout, mon père il a dit est-ce que je pourrais prendre rendez-vous avec elle? Et du coup, j'en ai direct parlé parce que j'avais un rendez-vous l'après-midi avec cette dame-là. Et du coup, j'ai parlé à cette dame-là et je lui ai dit, mon papa, il a besoin d'aide, etc. Ah oui, t'avais préparé. Enfin, tu t'étais préparé parce que tu dis que tu pleures pas, certes, mais par contre, t'avais quand même conscience d'un état psychologique où peut-être t'avais besoin d'aide ou d'aide extérieure. Non, en fait, j'avais beaucoup de conflits intérieurs quand j'étais plus petit, quand j'étais au collège, début collège, milieu collège, tout le collège, globalement, et puis même le lycée. Et du coup, je voyais des psys et ça m'a pris du temps avant d'assumer le fait que j'avais besoin d'aide. Et je voulais pas me dire que j'étais faible entre guillemets. Et du coup en fait ça m'a pris du temps avant d'exploser auprès de mes proches et de dire que j'avais besoin d'aide, tu vois. Et du coup en fait j'ai direct pensé à mon père qui avait pas besoin d'une psy qui était ultra carrée, etc. Mais il avait juste besoin de parler et puis de se vider un peu aussi parce que lui il avait gardé de fou. Et du coup lui je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et même après le décès je crois qu'il est retourné la voir. Et il y a un moment où parce que mon père est très terre à terre aussi. Et du coup, il y a un moment où il avait plus besoin parce qu'il avait tout dit. Et puis la dame avait aussi dit que elle ressentait plus le besoin de voir mon père parce qu'il avait fait assez de travail sur lui-même. Et ta sœur à ce moment-là, donc ta maman décède, ta sœur à ce moment-là, elle est aussi extrêmement... Je pense que ma sœur, ça a été un peu comme moi. Je crois qu'elle a pleuré quand même avec mon papa, etc. Et je crois que, parce que c'est très flou encore dans mon esprit, mais je crois qu'on s'est fait un câlin avec ma sœur, avec tout le monde. Et après, on a parlé directement, en fait, on nous a mis dedans, c'est les gens de l'hôpital qui nous ont dit, on voulait faire comment, etc.
moi à ce moment-là je me souviens qu'on rentre à la maison et là maintenant hyper flou, c'est comme quand je suis allé tu sais que je suis parti quand du vestiaire. C'est à peu près la même sensation, c'est j'ai tout et rien dans la tête et du coup je me souviens plus de rien. Ouais, c'est un sentiment t'es en mode automatique mais t'es pas là quoi. Et parce que oui, j'allais te dire, quand quelqu'un décède, dans tous les cas, il faut s'occuper de la paperasse, ça c'est terrible. Et ma sœur a beaucoup aidé mon père, enfin globalement tous les gens qui s'en sortaient bien dans ma famille ont aidé mon papa. Il fallait s'activer tout de suite quoi. Tu venais de perdre ta maman, tu es rentré direct. Et c'était direct dans les papiers. Est-ce que du coup ton papa savait directement ce qu'il fallait faire? Est-ce que elle s'est fait incinérer? Oui, incinérée juste après une cérémonie. Et du coup, j'ai pas le papier là. J'aurais adoré le retrouver, mais du coup, je sais pas du tout où il est. Ça se trouve, je l'avais jeté, tu sais, juste parce que j'avais plus envie de le voir avant. Mais j'avais fait une lettre. Ma sœur, du coup, avait dit, ouais, moi, j'ai pas le courage d'aller parler, etc. Mais est-ce que je pourrais mettre un peu ma patte dans ton texte et que toi, tu le parles, enfin, tu le. Pour nous deux, quoi. Ouais, voilà, pour nous deux. Et du coup, j'avais récité un texte. Parce que là, du coup, c'était quelques jours après son décès, l'enterrement. Et l'enterrement, j'ai pas la date non plus. Et dans ma tête, c'était une semaine après, je crois. Ouais. Bon, de toute façon, je pense que cette période-là, tout est très flou. Oui. Est-ce que tu savais que là, t'allais à l'enterrement? Comment on se dit? Enfin, c'est un truc ça me paraît. Ça, c'était un truc de tu vois, rien que de le dire, je vais à l'enterrement de ma mère. Comment c'est possible à cet âge-là, en plus? En fait, si tu veux, j'ai eu un petit peu de temps pour m'y préparer. C'est déjà, en fait, quand j'ai fait la période hôpital, c'était ma tante, je crois, qui m'avait dit est-ce que tu retourneras à l'école après le décès de ta maman? Et tu vois, moi je m'étais pas du tout posé cette question. Et du coup, ça m'a remis en cause plein de questions dans ma tête. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai un peu pensé à l'enterrement en lui-même, tu vois, et pas juste au décès de ma maman. Parce que jusque-là, j'avais pas pensé à comment ça allait se passer quand elle serait morte. Et du coup, en fait, je crois qu'il y a eu plusieurs jours où elle était au funérarium. Du coup, il y avait plein de gens qui allaient rendre visite pour voir mon papa aussi, pour le soutenir. Moi, je me souviens que j'avais vraiment pas envie d'être là-bas, d'être baigné dans ce truc. J'avais envie d'être vraiment à la maison tout seul et puis réfléchir à moi. Et à ce moment-là, j'écrivais encore plus de poèmes que j'en écris aujourd'hui, alors que j'en ai écrit encore beaucoup, tu vois. Et du coup, écrire des poèmes, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, il y a eu l'enterrement. Et là, je crois que j'ai arrêté d'écrire pendant, je sais pas, un mois peut-être. J'étais complètement bloqué émotionnellement parce que déjà, aller dans la voiture pour s'asseoir et se dire, ok, on va à l'enterrement, c'était trop bizarre. Genre, de ta maman, oui. Ouais. En fait, t'arrives, tu prends la voiture, c'était mon papa qui conduisait, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans un rêve, en fait. T'as tout le monde qui t'attend, et en fait, tous ces gens-là, ils sont là pour ta maman. Et il y avait vraiment une grande foule, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et du coup, j'arrivais pas trop à réaliser jusqu'au moment où on m'appelle pour que je récite mon texte pour ma mère, quoi. En fait, j'ai pas de mal à réciter, etc., même à parler de la mort. Je trouve que c'est difficile d'en faire un tabou dans ma famille parce que justement, on essaye que ce soit ultra facile d'en parler pour pas que justement après il y ait de problèmes, tu vois. À table, si on parlait de ma mère et puis que tout le monde se mettait à pleurer et puis à s'embrouiller pour des raisons X ou Y, tu vois, ça irait pas. Donc on a toujours essayé de faire en sorte que ce soit quelque chose de normal d'en parler. Moi, j'avais pas de mal, mais même avant les problèmes avec ma maman, tout ça, j'avais déjà fait des poèmes pour ma grand-mère quand on avait fait à l'église et tout. Et du coup, là, je me sentais ultra légitime de parler, surtout que je suis son fils, tu vois. Et après ça, il y a tout qui s'est relâché. Et c'est la première fois où j'ai pleuré quand ma maman était malade. En fait, j'avais même pas envie de pleurer quand j'ai arrêté le texte. Mais c'est une fois que, du coup, nous, on était les premiers à sortir avec ma famille après les textes, les hommages, tout ça. Et du coup, en fait, juste à la sortie, c'était même pas des gens de la famille ou des proches ou quoi, c'était vraiment tous mes potes qui étaient autour et qui faisaient un cercle après la porte. Et du coup, là, j'ai pris Marius dans les bras et là, j'ai explosé en larmes. Et c'est la première fois que j'ai pleuré pour ma mère. Avec Marius, il y a eu un truc qui s'est créé, c'est que j'attendais exactement ça de quelqu'un si ma maman était malade, tu vois. C'était vraiment ce que j'attendais de quelqu'un pour un décès et un deuil. Et Marius, il a été là sans trop être là, sans trop être intrusif et tout. En fait, il me proposait toujours des choses. Et les périodes où on était à l'hôpital avec ma famille, il y a des soirs où il m'a dit écoute, au lieu de rester à pourrir chez toi, viens, on se mange une pizza sur un banc. Mais tu vois, des trucs tout cons, mais où on parlait et puis ça faisait avancer les choses dans ma tête aussi. Puis des fois on n'en parlait pas, mais juste ça me faisait du bien. Et il a toujours été là pour justement les moments où je me sentais mal. Et en plus, sans le faire exprès, c'était à chaque fois où j'étais au plus bas dans le truc, tu vois. J'ai direct pris Marius dans les bras, j'ai pleuré, et puis là je me suis senti pas libéré, mais je me suis senti mieux. Ouais, je crois que les amis libèrent quelque chose. Ouais, j'avais un poids de fou, mais
je sais même pas comment l'expliquer, mais j'étais vraiment mal. Et à partir du moment où j'ai réussi à pleurer, déjà, ça m'a vraiment allégé. Est-ce que quand on enterre, ou on assiste à l'incinération de sa maman, est-ce qu'il y a cette colère et cette injustice aussi par rapport à ton âge, mais par rapport à la situation, ton maman c'était une bonne personne, on se dit pourquoi elle? En fait, le truc, c'est que mon père, en plus, on a déjà parlé de ça avec mon papa, c'est qu'il m'a demandé est-ce que t'as déjà été en colère contre les médecins ou, tu vois, quelconque forme de représentation qui aurait pu sauver maman mais qui a pas pu le faire. Et du coup, moi, j'ai jamais eu cette rage ou cet énervement contre quiconque parce que je peux rien y faire, personne ne peut rien y faire, c'est la vie, tu vois. Enfin, même si quelqu'un de compétent avait pu la sauver, il a pas décidé de faire un choix peut-être qui a impacté sur l'histoire. On va pas refaire l'histoire, donc en soi, je voyais pas le but d'être énervé contre qui que ce soit. J'étais assez pas zen là-dessus, mais j'étais ok avec tout ce qui se passait parce que en fait, qui peut y faire quoi? Ton père, il a eu de la colère ou ta sœur? Je pense que mon père non plus, parce qu'en fait il a vu comme ma mère vivait les choses et à la fin il a compris que ma mère avait accepté. Donc il avait pas le choix. Je pense que lui il a pas été en colère contre qui que ce soit. Je pense qu'il était en colère contre la vie à ce moment-là parce que il lui prenait l'amour de sa vie, tu vois. Bien sûr. Mais hormis ça, il a pas été enragé pendant des mois et des mois. Mais je pense que il y a pas eu cette forme de rage même tout autour dans ma famille. D'accord. Je pense que ça a été surtout de la tristesse, tu vois, globalement. Ça a jamais été trop de mauvais sentiments. Ou de sentiments qui peuvent te ronger aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a été incinérée, et je crois, tu me l'avais dit en off, qu'elle repose dans un lieu assez spécial. Ouais, en fait, ça a été un grand débat. C'est une fois que tout était passé et que même si toute ma famille était encore triste et tout, on en parlait grave. Et à la base, mon père avait dit on partira en voyage dans plusieurs endroits et on mettra dans plusieurs endroits des petits bouts d'ailes et tout. Et en fait, on a eu plein de débats, même à table et tout. Tu vois, on en parlait comme ça. Mon père, il m'a dit non, en fait, j'ai pas envie. Il m'a dit je veux qu'elle soit entière, je veux pas qu'on la divise, qu'elle soit à plein d'endroits différents et tout. Je veux qu'elle soit à un endroit et que moi je puisse voir l'endroit où elle est depuis la maison. C'était vraiment le but, tu vois. Et du coup, en fait, il l'a mis à côté d'une croix au centre d'un groupe d'arbres. Et je sais pas si c'est facile à visualiser comme je l'explique, mais elle est vraiment au centre, au creux de plusieurs arbres qui sont en cercle, à côté d'une croix. Et du coup, on a vraiment le repère de la croix depuis le jardin. Genre, tu sors dans le jardin, tu peux voir la croix et du coup, tu peux voir ma maman. Du coup, c'est vraiment ça qui était important pour mon père. Et puis, il a fait cette décision-là. Et du coup, il y a un jour, on est allé avec vraiment tous les gens très proches de ma famille. Et en plus, c'était un bon temps, tu vois, on attendait que ce soit bien pour le faire. Et du coup, on a tous mis un peu de ces cendres au centre de l'arbre. Et puis après, on est resté un coup, puis voilà, c'était fait. C'était un hommage collectif intime. Au-delà de l'enterrement, c'était un autre hommage. J'ai l'impression, en fait, quand tu parles dans ce podcast, qu'il y a une énorme solidarité familiale aussi qui s'est créée. À chaque fois, tu parles de ton papa et de ta sœur, mais aussi des autres membres de ta famille qui ont participé peut-être à l'acceptation de ça. En fait, il y a plein de membres de ma famille avec qui on était déjà ultra proches avant. Tu vois, on a toujours été une famille où on faisait souvent des repas de famille, souvent des sorties, des randonnées, tout ça. Et du coup, là, on s'est encore plus unis qu'on l'était avant. Et surtout mon papa, tu vois, avec qui j'étais un peu, pas en bif, mais où j'étais pas... C'était une période où j'étais adolescent, un peu rebelle, je voulais pas obéir, etc. Et du coup, c'était un truc... d'un coup, on était unis et puis on essayait d'avancer ensemble. Je pense que ça nous a vachement aidé que toute la famille, hormis que moi, ma sœur et mon père, on soit ensemble. C'est qu'il y a vraiment tout le monde, même les amis de mes parents et de mon père, qui soient là. Et du coup, en fait, on avait toujours de la compagnie, toujours des gens avec qui parler. À quel moment tu t'es dit... Là, je suis vraiment en train d'avancer, quoi. Enfin, de faire un deuil, mon deuil, ou du moins d'accepter réellement, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis de faire un premier pas? Est-ce que tu sais? Le premier pas que j'ai fait quand... Parce qu'il y a un moment où j'étais vachement bloqué, quand même. Enfin, ça a pris du temps où j'ai pu mettre des mots sur mes idées, déjà. Je suis retourné au lycée, et là, j'avançais toujours pas, hein. Franchement. Les cours, j'en avais rien à faire. Personne me parlait, j'en avais rien à faire. Hein. J'étais vraiment là pour être là parce qu'on m'avait dit que c'était mieux pour moi. Oui, t'étais encore dans une bulle parce que je te parle de première étape d'acceptation, mais entre l'incinération et la première étape, il y a un trou, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, il y a eu un trou, mais justement, c'était juste un trou. C'était vraiment un gros trou. J'avais juste envie que ça passe dans ma tête, en fait.
et je me posais peut-être 15 000 questions à l'heure, tu vois, mais j'arrivais pas à y répondre, et du coup, c'était comme la sensation que j'avais eue, quand je suis allé pour la première fois à l'hôpital pour voir ma mère qui était en train de mourir. C'était vraiment le truc du trop-plein. Ouais, tu vas exploser, quoi. Ouais, et c'était trop plein, et du coup, au final, ça faisait que c'était vide dans ma tête. Enfin, en fait, il se passait tellement de trucs que, même ça, cette période-là, juste après le décès de ma maman, j'ai pas de souvenir précis. Je me souviens juste que le premier jour où je me suis assis dans la classe, je me suis battu parce que j'étais tendu de ouf, et ça a duré longtemps. Là, tu avais de la colère. Ouais. En fait, j'avais de la colère, mais c'était surtout, j'avais le seum. C'était pas de la colère, c'était vraiment le seum, c'est vraiment le mot. La rage. Ouais, j'avais trop la rage, ouais. La vie, elle avait changé. Et que j'avais plus du tout la même vision que avant, et que ça allait plus jamais être pareil. Que t'es plus le même, que ton père non plus, que la routine. Tout avait changé en vrai. Et du coup, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui a fait que t'es remonté la pente, on va dire que t'es senti, tu t'es dit, ah ouais, non, là c'est... L'écriture de poèmes. Ok. Ça a été, en fait, j'en ai écrit beaucoup pendant que ma mère était pas bien. En fait, j'écoutais de la musique tout le temps. Je pense que c'est la période de ma vie où même je peux mettre ma main à couper, limite que j'écouterai jamais plus de musique que ça en une journée pendant 5, 6, 7 mois. Et en fait, j'écoutais de la musique tout le temps. J'allais dans des parcs, dans des lieux que je kiffais, avant qu'on ait la période où ma maman aille vraiment mal. Et j'écrivais des textes, et sur mon petit carnet, j'avais toujours mon petit carnet avec le stylo, la musique. J'avais toujours un artiste, Wallace Cleaver, que j'écoutais tout le temps en boucle. Je mettais toujours ça, et puis j'écrivais, puis c'était ultra naturel, tu vois, je me forçais pas à écrire. C'est pas comme si j'avais un truc de la page blanche, et puis j'attendais toute la journée avant d'avoir 2 phrases qui sortent. Sinon, j'avais genre des pages entières où j'écrivais, j'arrêtais jamais. Et après, une fois que j'avais plus trop d'inspi, j'allais boire un truc, je me remettais dans un parc et j'écrivais, je faisais que ça. Ouais. Et du coup, en fait, quand elle est décédée, j'ai complètement arrêté d'écrire. Ouais. Et ensuite, quand je me suis dit, ah ouais, peut-être que en fait la vie elle est quand même cool malgré que ma maman soit décédée, c'est que j'ai commencé à réécrire. Et là, c'était beaucoup plus intime parce que du coup, j'avais plus la même vision, tu vois, genre il y a une démarcation entre certaines pages dans certains carnets que j'ai, parce que j'en ai plusieurs, où en fait tu te rends compte qu'il y a des passages qui sont passés. Et du coup, tu vois mes idées qui ont vachement changé sur certains trucs. Ouais. Tu vois, au tout début de mes premiers carnets, j'écrivais juste sur la nature et tout. Après, tu vois un moment où tu remarques de ouf que je suis plus triste parce que j'ai appris pour ma maman. Et après, tu vois que justement, j'ai passé le truc de ma maman est décédée et tout. Et du coup, je réécris et j'essaye d'avoir un peu de bonheur. Ouais, l'écriture te permet aussi d'avoir un reflet, d'un recul de toi-même. En fait, c'est le premier truc qui a fait... En fait, je voyais une psy à la base pour comprendre... pour mettre un curseur un peu sur ce que je ressentais, parce que j'arrivais pas à savoir ce que je ressentais moi-même, et à mettre un curseur sur tout ce que je vivais. Et une fois que j'ai eu ça, je comprenais toujours pas, alors qu'elle m'avait mis toutes les clés en main, tu vois, je savais exactement comment je devais faire pour savoir comment est-ce que je me sentais. En fait, je me suis juste rendu compte que écrire, c'est ça qui me... Enfin, je relisais, tu vois, 5 minutes après ce que je venais d'écrire, et je comprenais comment ça allait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup écrit, je pense, inconsciemment. Il y a aussi ma copine qui a beaucoup aidé. Bien sûr, j'allais en venir. Ouais. Mais... Parce que ça a été lié de ouf en plus, l'écriture et ma copine, parce que tu vois, la première fois qu'on est sortis ensemble, après une soirée où on s'est rencontrés, j'ai écrit à côté d'elle et tout, et puis ça m'inspirait de fou. Et elle s'appelle Juliette, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il y a un lien ultra étroit entre l'écriture et ma copine, parce que ça me faisait ressentir les mêmes choses à la base, tu vois. Ouais, elle avait une sorte de... C'était du réconfort de fou, et puis... j'étais ultra à l'aise, autant avec mon livre qu'avec Juliette, alors que Juliette, je la connaissais depuis une semaine. Ah, c'est beau. Est-ce que tu l'as rencontrée au moment même où t'étais en train de faire ton deuil de ta maman ? En fait, ça s'est fait quand c'était déjà fini. J'ai toujours été dans le truc, après la mort de ma mère, de sortir et puis faire des trucs quand même. Oui, d'accord. Malgré ça. J'ai fait une autre soirée. Et du coup, Juliette était copine commune avec cette fille-là. Et on a parlé vraiment toute la soirée, toute la nuit. Je suis rentré chez moi avec les yeux tout petits, mais j'étais trop content. Puis après, du coup, on a parlé vite fait sur les réseaux, puis on a direct décidé de se revoir. Ouais. Et c'est là où je dis que les livres que j'écrivais, enfin les poèmes que j'écrivais, et Juliette c'était ultra lié, c'est que les premiers dates où on s'est vu, c'est qu'elle était un porteur et tout, et à chaque fois quand elle arrivait, j'avais un carnet dans les mains, tu vois. Ouais. Et du coup, elle avait aussi ce regard-là sur moi, c'est que j'écrivais beaucoup. Et au fur et à mesure de la relation, je trouve que j'écris de moins en moins, parce qu'au lieu d'écrire, tu le vivais, je vis avec elle, quoi. C'est et dingue. Du coup, c'est plus... elle a remplacé mon livre, en gros. C'est magnifique. Ouais. Et est-ce que dans un sens, t'avais peur de faire ton deuil parce que t'avais peur d'oublier ta maman ? Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit ? Oublier, c'est ultra facile. Je sais pas comment expliquer, et je pense que c'est très personnel. Je pense pas que chacun ait cette idée-là.
Mais moi, j'ai vraiment pas de mal, c'est pas difficile pour moi de m'avouer que j'oublie certains trucs. Ouais. Même si c'est difficile à accepter quand même, j'ai pas de mal de me dire que, par exemple, sa voix, je sais même pas si je l'ai encore à 100% authentique, tu vois. Et je me souviens de son rire, ça restera, je pense, très longtemps. Mais par contre, sa voix, je suis même pas sûr, tu vois, quand j'essaye d'imaginer, c'est surtout quand je me force à essayer d'imaginer sa voix, j'y arrive pas. Et il y a des fois où je pense dans les rêves, et ça c'est vraiment cool, c'est que quand c'est dans des rêves, j'ai la voix fidèle, tu vois. Et du coup, là par exemple, je sais que je l'ai pas forcément à fond. Mais ton inconscient, mais mon inconscient là quand même. Donc ça veut dire que demain, si je fais un rêve, après je l'aurai encore pendant plusieurs mois, tu vois, dans ma tête. Ah, c'est génial. Du coup, c'est assez cool en vrai ça. Mais non, j'ai pas eu peur d'oublier. Parce que même si moi j'ai pas beaucoup de photos où je suis avec elle à mon âge avant qu'elle décède, j'ai quand même pas mal de photos où quand on est petit avec ma sœur, je suis avec elle. Et puis même elle, en fait je l'oublierai jamais, elle est toujours sur moi. Tu vois, j'ai une bague toujours sur moi, c'est à elle. Je l'enlèverai sûrement jamais. Mon père, pareil, il a des trucs à elle qu'il met tout le temps, genre des bracelets et tout, qu'il enlèvera jamais. Enfin, tu vois, elle sera toujours présente, même physiquement. Ouais, chacun et dans porte nos têtes, quelque moi, elle est chose. toujours là aussi. Est-ce que t'es d'accord avec cette phrase qui dit « On ne fait pas son deuil, on vit avec ». Oui, vraiment, tu vis avec. Et puis, c'est surtout vrai pour mon père parce que il vit tout le temps avec. Enfin, jamais il oubliera ma mère. Moi non plus, mais lui, il le fait d'une manière autre parce qu'il est toujours, il pense toujours à l'amour qu'il avait avec elle. Et du coup, je pense que c'est encore plus puissant que l'amour. En fait, je sais pas, c'est différent. Je dirais pas que c'est plus puissant, en fait, mais je pense que c'est différent de fou. Enfin, c'est une autre manière d'aimer. Et du coup, je pense que toute la famille pourrait être d'accord sur le truc de, on pourra jamais l'oublier parce qu'on vit avec. Enfin, moi, j'y pense tout le temps, même inconsciemment. Tu vois, il y a plein de trucs où je me dis, est-ce qu'elle aurait kiffé ça? Par exemple, manger un truc qu'elle aurait kiffé, même si c'était pas l'intention à la base de manger un truc parce qu'elle l'aimait. Ça passe dans l'esprit que oui, elle l'aimait bien, tu vois. Est-ce que ces questionnements, ces références que tu fais inconsciemment à ta maman peuvent te mettre aussi parfois dans le mal? Est-ce que c'est normal aussi d'avoir des phases de down, même quand on a accepté? Ouais, c'est normal, genre tu vois, il y a des soirs où c'est pas souvent quand je suis avec des gens, ça m'arrive, tu vois, d'être au milieu de plein de gens, même avec des potes, mais ils le savent, tu vois. Quand je suis avec des potes et que d'un coup je parle plus et d'un seul coup je suis dans mes pensées de ouf, et je sais pas si ça te le fait toi, mais quand je pense des fois je vois ce que je pense, je sais pas comment expliquer. Ouais, je visualise. Ouais, je visualise de fou et j'ai l'impression d'être plus là, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup quand ça m'arrive, j'imagine des scènes avec ma mère ou des trucs comme ça, et du coup genre tu sais, je suis vraiment comme un mec qui est mort sur la table comme ça, et il y a tout le monde qui rigole autour et toi tu penses à ça et ça te met dans le mal, et du coup après t'as du mal à rattraper le fil de la conversation qu'on avait avant. Ouais. Et du coup, je trouve ça normal d'y penser et d'être dans le mal parce que c'est, là, en l'occurrence, c'est ma maman, mais tu vois, si c'est quelqu'un de ta famille, quiconque ça peut être, tu vois, c'est quand même normal d'y penser. Et est-ce que tes amis, ils comprennent ces phases-là? Ils sont en mode, ok, il est là, il est pas bien, on le laisse, tu vois. Ouais, de fou. J'ai grave été open avec ça, avec mes amis. Parce que vu qu'ils ont vu que moi j'étais open à en parler dès le début, en fait, ça a très vite été un sujet de discussion grave made, même sur des soirées, tu vois. Moi, je me suis dit directement, même si je pleure de bruit, tu vois, c'est rien. Oui, puis ça a permis de délier la parole aussi avec tes amis, de te sentir encore plus proche. Ouais. C'est un peu la même chose qui s'est passée avec ton papa, peut-être avec ta sœur aussi, c'est-à-dire que ce genre de cas extrême, ça te rapproche en fait de ton père ou de ta sœur ou de tes proches, quoi. En fait, ça m'a rapproché de tout le monde, surtout que moi j'avais vraiment le truc en tête de j'ai une mission, et vraiment j'ai eu envie de le dire au plus de gens possible. C'était aimez vos proches parce qu'on sait jamais quand ils peuvent partir, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment le truc que je voulais dire à tout le monde, mais genre vraiment j'avais envie de le crier partout, quoi. Quand j'en parlais à mes potes, c'était vraiment, je le faisais avec passion parce que j'avais vraiment envie que ce soit compris. Et je pense que ça a aidé mes amis comme moi, ils m'ont aidé, de leur dire que forcément il y a une fin à tout, et que leur mère qu'ils aiment tant, et elle peut partir du jour au lendemain sans qu'ils s'en soient préparés. Et que du coup je pense qu'il y a certains de mes amis, je pense par exemple même à Marius ou quoi. Ouais, il y a eu un électrochoc. Ouais, lui ça lui a fait changer sa vision des choses sur la famille, comment la vie elle se passait. Enfin, puis même, faudrait peut-être limite que je lui demande, mais il y a plein de trucs qui ont changé pour mes amis, pas que pour Marius, qui ont vachement fait avancer l'amitié aussi. Ouais, c'est clair. Oui, il y a plein de choses qui... En fait, c'est un événement qui en engendre plusieurs, et puis plusieurs changements au niveau des comportements, des choses comme ça. En quoi ça a impacté ton père, par exemple? Est-ce qu'il se comporte différemment maintenant que ta maman n'est plus là?
Au début, c'était... Puis même encore maintenant, en fait, si tu veux, je pense vu que je suis tout seul à la maison avec lui et que ma sœur, elle travaille, elle est à Lyon, elle est loin. Mais du coup, on a une relation ultra différente de quand il y avait par rapport à quand il y avait ma mère. En fait, c'est au début, je pense, bien emmêler les pinceaux, puis c'est dur aussi, tu sais, tu passes de une vie de couple où tout est équilibré, où t'as tes habitudes, où bah toi tu fais ça pendant que moi je fais ça, et puis bah au final tout se passe bien, puis la semaine elle s'est bien passée et tout. Là, c'était vraiment, il était tout seul, il devait faire les lessives, à manger, tout ça. Est-ce qu'il y a eu une phase down, ton père? Ouais, je pense, sans trop me le dire, il était vraiment pas bien, enfin... Puis c'était difficile pour lui, enfin vraiment, moi je pense que à sa place, faire tout ce que j'avais pas l'habitude de faire, d'un coup, et puis tu sais, surtout revenir à la maison comme ça alors que t'as passé tant de temps à l'hôpital avec ta femme, ouais. C'est compliqué. Et du coup, je pense que ça a changé un truc dans le sens où, par rapport à mon éducation déjà à moi, il a essayé de remplir les 2 cases de papa et maman, et du coup, il voulait grave être présent et tout, et il a du mal à se dire que faut qu'il lâche prise aussi. Et du coup, c'est un truc qui a vraiment changé, ouais, c'est vraiment ça sur l'éducation, en tout cas, de mon point de vue à moi, c'est qu'il a essayé de beaucoup remplir l'espace et puis d'être présent de fou pour pas que moi je me sente tout seul et puis que, tu vois, vu que j'ai plus ma mère, je me dis, putain, il m'abandonne ou quoi, je pense qu'il avait peur de ça. Même encore maintenant, tu vois, des trucs tout cons, mais qu'il m'avait jamais dit avant, genre, quand je suis à peine en retard ou un truc comme ça, il va me dire, allez, vite, 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 et tu sais, il commence à me préparer des trucs, à me faire des choses qu'il aurait jamais fait avant, tu vois, parce que je pense qu'il essaye de faire le rôle de ma maman aussi. Est-ce qu'il te montre plus l'affection? Il te dit des choses qu'il t'aime? Est-ce que... Alors les je t'aime maintenant c'est resté parce que on a eu l'habitude de se le dire parce qu'en fait c'est une question aussi d'habitude, hein. Enfin genre moi avant j'avais jamais montré l'affection de mon père parce qu'il me la montrait pas et quand en fait ma maman elle est décédée, on s'est tous serrés de fou. Après bon toute la famille et tout s'est mis un peu de son côté pour faire le deuil, etc. aussi. On se voyait encore, tu vois, mais on en parlait moins parce que il y avait moins besoin, je pense. Avec mon père on a été ultra coude à coude avec ma sœur aussi. Plus le temps est passé, enfin surtout moi avec ma sœur c'est resté, je pense. Mais avec mon père on a repris nos 2 coquilles, tu vois. Ouais. Et on le fait moins parce que je pense qu'on en a moins besoin tous les deux, puis mon père aussi a avancé dans son deuil. Qu'est-ce que tu lui dirais là à ton père, du coup, après tout ce qui s'est passé et tout Bon, je pense que je suis juste très fier de lui parce que il a pas baissé les bras, alors que je pense qu'il y a beaucoup de moments où il aurait pu péter les plombs et puis tomber dans quelconque addiction ou faire de la merde de sa vie, tu vois, parce qu'il avait perdu toutes les raisons pour, hein. Ouais, voilà, il avait perdu sa femme, il avait tout à gérer, il y avait plein de papiers alors que lui il a horreur de ça, enfin il y avait tellement de trucs qui faisaient qu'il aurait pu partir en vrille. Et du coup je suis ultra fier de lui parce que justement il a réussi à braver tout ça et puis là il se reconstruit. Et puis je suis aussi ultra content de la vie qu'il mène parce que là il est parti en voyage alors qu'avant il n'était jamais parti en voyage, tu vois, je t'avais dit, à Madagascar. Il a fait plein de trucs avec ses amis, des concerts, il sort, même lui de sa propre initiative de faire des trucs. J'aurais jamais imaginé qu'on père fasse ça, même avant que ma mère ait des maladies et tout, parce que il avait un peu une anxiété un peu sociale. Il était casanier. Ouais, il était pas casanier, mais il était très mal à l'aise socialement. Ouais, j'entends. Et tu vois, même à parler à des commerçants ou des trucs comme ça, il était ultra maladroit parfois parce que il savait pas comment s'y prendre, tu vois. Ouais, alors que là, c'est comme si du coup il sortait pour aussi ta maman. Il vit pour deux. Ouais, je pense, ouais. Donc il y a un truc où il vit pour elle, et puis moi, c'est grave ma philosophie aussi, c'est je fais des trucs pour aussi la faire vivre à travers moi. Je pense que c'est une bonne manière de faire son deuil aussi, de faire quelque chose pour aussi la mémoire de quelqu'un. Oui, c'est clair. Et est-ce que aujourd'hui c'est passé, en quelque sorte le temps a passé. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous en parlez à grand cœur ouvert de Christelle, de comment elle était, de choses comme ça? Est-ce qu'en repas de famille vous en parlez à 3 vous en parlez aussi avec ton papa et ta sœur? En fait on en parle, mais c'est avant on en parlait beaucoup, tu sais, vu qu'on était vraiment baignés dedans. Bah oui. Alors que maintenant c'est juste parfois on évoque quelque chose où elle était impliquée ou quoi, et du coup en fait au final on parle vite fait de ah bah oui maman ça elle aimait bien ou des trucs comme ça, et du coup au final elle reste toujours dans les discussions mais moins impactante, on va dire. Genre on n'est pas là à parler du fond et de la forme, on parle juste de quelque chose qui est énonciateur par rapport à elle. Tout à fait. Voilà. Et je voulais terminer sur une question un peu plus générale par rapport au deuil. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui traverse ça, qui traverse un deuil, qui vient d'apprendre la mort de quelqu'un de très cher à ses yeux? Je pense qu'il y a 2 trucs déjà.
déjà ne pas s'enfermer et ne pas se bloquer sur les émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment c'est ultra important, parce que même moi j'y ai pas cru quand on me l'a dit, mais au final je suis comme un con parce que j'arrive plus à pleurer aujourd'hui, donc c'est vraiment important. Et puis aussi de parler. Moi j'ai parlé à des gens qui avaient eu de l'expérience, des gens qui ont perdu genre plus de 80% de leur famille parce que c'est la vie et puis ils ont pas eu le choix que d'accepter. Et en parlant avec des gens comme ça, en fait, tu comprends comment ça va se passer et puis t'apprends à accepter aussi. Et juste avoir quelqu'un en face qui a de l'expérience sur la mort et les décès en globalité, ça fait du bien parce que tu te dis que si cette personne-là, elle a réussi à traverser cette épreuve, toi tu peux. On peut réussir. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière au bout de ce tunnel. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'aiderait à débrider ça? À débrider ça, si on peut dire. Je pense que c'est juste le temps. Je pense que c'est le temps et puis en parler. C'est pour ça que j'en parle beaucoup aussi, c'est que j'ai ce besoin-là d'en parler. En vrai, si je me mettais un objectif, ce serait dans 5 ans, j'aimerais bien être débridé et puis en avoir parlé assez pour être à l'aise avec tes émotions. Ouais, voilà, c'est surtout. Ça. À l'aise avec ses émotions. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Et puis je pense que sans faire de généralité, comme on le disait en off aussi, c'est quelque chose de garçon, d'être rock. Vraiment. C'est un peu le truc de sociétal, je trouve, de garder ses émotions. Une fille pleure et puis un mec, c'est un rock. Ouais. Et en fait, ce genre de situations peuvent aussi tout chambouler. Ouais. Parce que la fille peut être un rock, et puis le garçon peut s'écrouler. Ouais, c'est ça. Et c'est normal, en fait, parce qu'on est des êtres humains avant tout. Oui, on peut réagir n'importe comment, en fait. Tu t'y attends pas. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Ça t'a plu? Ouais, c'était trop bien. Eh ben, écoute, je suis ravie. T'étais, du coup, dans la série Un jeune, une histoire. Merci beaucoup. Il y aura d'autres invités, mais en tout cas, voilà, on a écouté avec grande attention ton histoire, Elliot. Trop bien, merci. J'espère que ça parlera à beaucoup. D'autres. Ouais, à d'autres, celles et ceux qui traversent ou pas quelque chose de difficile. Et puis voilà, j'espère que ta maman nous a écouté aussi, Christelle, que j'espère repose en paix, et puis qui nous a écouté à parler d'elle, de ton histoire et de son histoire. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt.